La maison, c'est toute une histoire. À écouter les témoignages des uns et des autres, les joies et les douleurs d'une vie lui sont attachées. Elle est en somme le prolongement de nous-mêmes. La maison est notre coin du monde. C'est notre premier univers et un véritable cosmos. Gaston Bachelard. Tout le monde ne vit pas dans une maison avec un rez-de-chaussée, des étages et des volets donnant sur un jardin. Certains la transportent avec eux, en changent fréquemment, en possèdent plusieurs ou pas du tout. Chacun néanmoins fait l'expérience singulière de l'espace intime, depuis sa caravane, sa tente, son immeuble ou sa tanière, pour ne citer que quelques exemples de la diversité des foyers. La maison, quelle que soit sa forme, devrait être pour les petits un lieu d'ancrage et d'apprentissage. Celui, en somme, d'où naît leur aspiration à la découverte du monde. Car avoir un centre, un lieu de ressourcement, est un besoin fondamental pour se projeter vers l'ailleurs. Il y a la maison intérieure, il y a tout ce que je suis à l'intérieur. Et dans sa propre maison, on dégage ce qu'on est. Je pense que chaque intérieur, si petit soit-il, est vraiment un reflet de qui on est, dans la manière de l'habiter, de le décorer, de placer les meubles les uns par rapport aux autres. Donc il y a vraiment ce lien entre l'intérieur, l'extérieur, le dedans, le dehors. Que l'on soit nomade ou sédentaire, précaire ou fortuné, la maison s'intériorise mystérieusement dans nos psychés. N'est-ce pas une des premières représentations que dessinent les enfants après le fameux bonhomme tétard? Une maison iconique, 4 murs, un toit, une porte et des fenêtres, y compris s'ils vivent dans un appartement. Au dire des psychologues, il reconstitue ainsi un nid enveloppant imaginaire. L'archétype de la maison telle qu'elle est dessinée par les enfants, pour moi, ça illustre bien la manière dont j'ai l'impression que les enfants entrent dans le dessin et dans l'image. C'est-à-dire qu'en général, ils vont plutôt dessiner l'idée de la chose que la vraie chose. Donc l'idée de la maison, qu'est-ce que c'est ? C'est des murs, un toit et le soleil au-dessus et l'herbe en dessous, quoi. Donc même si on habite dans un HLM ou un grand immeuble ou n'importe quoi d'autre qui ne ressemble pas à une maison, on a quand même l'idée du concept de maison qui est le toit pointu et les 4 murs. D'ailleurs, le dessin d'après nature, il vient assez tard généralement chez les enfants. Enfin, c'est rare de voir des petits qui vont avoir envie, je ne sais pas, de poser une pomme devant eux et de la dessiner en se détachant de l'idée qu'ils s'en font et en dessinant seulement ce qu'ils voient. C'est quelque chose qui demande de la maturité. Les albums offrent de multiples exemples des façons d'habiter. Même si les logis aujourd'hui n'ont plus ni cave ni grenier, les histoires, elles, conservent toute leur puissance d'évocation. On dit qu'une maison au bord de la route, ce n'est pas la même chose que la route passe devant la maison. La route, la maison et moi sommes d'accord. Les maisons passent aussi devant le bord de la route. N'importe quel chat vous le dira. Une maison se choisit au passage, si elle est digne de nous, si on est digne d'elle, en toute profonde sincérité. Il faut s'aimer totalement, se connaître, se respecter. C'est pourquoi, en leur absence, nous sommes si malheureux. Claude Ponty. Ainsi, les maisons de Claude Ponty, qui ressemblent à des cabanes parfois, sont faites de briques et de brocs, maisons théières ou dans les arbres, douillettes ou en ferraille, délirantes et toujours vivantes, quasiment organiques et comme faisant partie de l'environnement, évoluant avec lui, point de départ et d'arrivée des personnages. Elles témoignent de la capacité des êtres en devenir à s'inventer une nouvelle coquille. L'image d'Ulule, installée confortablement dans son fauteuil devant un feu de bois, n'incarne-t-elle pas l'intimité domestique? On a exploré avec lui toutes les pièces, éprouvé des émotions diverses, au moment où l'hiver pénètre dans le salon, où des bosses étranges surgissent au pied de son lit, où il lui faut pleurer pour obtenir du thé aux larmes, et enfin, lorsqu'il est au milieu de l'escalier, déçu de ne pouvoir se trouver en haut et en bas en même temps. Le fauteuil est finalement l'endroit idéal pour celui qui, toujours à la recherche de la paix, expérimente l'espace et le temps. En peaufinant des habitudes, on réaffirme inlassablement sa conception d'une vie bonne. On cultive son enracinement et ses liens. On tient en respect l'impermanence des choses.
l'adversité, la séparation, la dépossession. Mona Chollet, chez soi. À l'inverse de l'expérience solitaire du hibou, la bande de toutous de Dorothée de Montfred occupe joyeusement et collectivement, mais toujours sans adultes, une grande bâtisse que l'autrice a pris plaisir à dessiner en coupe, comme une maison de poupée. Mon envie de faire cette maison en coupe, c'est venu en partie de la lecture des albums de Richard Scarry, où il y a cette maison en coupe et on voit les personnages dans chaque pièce qui font leurs activités. C'est assez fascinant parce que ça permet vraiment de se projeter dans leur intimité et d'être dans une très grande empathie avec eux. Donc j'avais cette envie. Je voulais vraiment être dans un espace cohérent, c'est-à-dire que c'est pas vraiment réaliste. Évidemment, c'est des chiens qui habitent dans la maison. C'est quelque chose qu'on rencontre rarement dans la réalité, mais je voulais que ce soit suffisamment concret et probable pour que les enfants arrivent à se créer un espace imaginaire le plus solide possible et réel. Par exemple, essayer d'éviter d'oublier des portes ou des couloirs ou des escaliers dans l'espace de cette maison. Donc j'ai pas mal travaillé sur les plans, j'ai demandé de l'aide à mon père qui est architecte pour être assez cohérente. En même temps, il y a quand même des choses cachées parce que évidemment la maison, je l'ai dessinée dans ce livre seulement d'un côté. Donc on voit que certaines des pièces ne vont pas jusqu'au fond de la maison et jusqu'aux fenêtres arrière. Donc ça me laisse une marge de manœuvre avec des choses un peu mystérieuses qui peuvent arriver plus tard. Pour moi, ce qui est important avec cette mise en scène des toutous dans leur maison, c'est surtout de mettre mes personnages dans une situation où ils sont un peu comme des adultes, c'est-à-dire qu'ils vivent leur vie, ils font la cuisine, ils font leurs courses, mais ils n'ont pas de parents. Donc là, je peux le faire parce que c'est des chiens et qu'il y a un détachement de la réalité. Je pense que les enfants ne se pensent pas de la même façon que nous, adultes, on les pense. Parce que nous, on va toujours avoir un regard de parents un peu en surplomb, avec des visées éducatives, ou alors un regard un peu scolaire sur ce qu'on veut leur apprendre, comment on veut les faire progresser. Là, c'est pas ça. Tout ça est hors champ, le scolaire, les parents, et ils se débrouillent. Il faut quand même qu'ils mangent, il faut quand même qu'ils dorment. Donc, comment ils se débrouillent? Et c'est une espèce de petit laboratoire comme ça. Et ça turbine en cuisine. L'un au fourneau, l'autre à la vaisselle. Pedro s'inquiète déjà de l'heure du déjeuner. Alors la cuisine, pour moi, c'est vraiment un lieu hyper central, même dans la réalité. Je veux dire, c'est souvent l'endroit où on aime être parce qu'on est au centre de tout. On croise un peu tout le monde dans une maison où il y a plusieurs personnes. Et même souvent, quand on a un bureau dans sa maison, on préfère travailler dans la cuisine. Enfin, je connais pas mal de gens qui fonctionnent comme ça. Et comme la nourriture, dans les histoires, c'est quand même l'objet de désir numéro 1, forcément, la cuisine, elle a affaire avec ça et elle va être importante. Dans la chambre, dotée de lits superposés, façon dortoir, il faut bien loger tout le monde. Des ombres bleues y flottent sur 8 petits matelas rouges. Et s'élèvent, intempestifs, les ronflements de Popov. La maison est le premier théâtre de notre mémoire. La cave, l'escalier, la chambre, le grenier, le placard, la fenêtre sont des figures sur lesquelles, de l'inconscient au rationnel, se modèlent et se fixent nos désirs et nos hantises. Jean Frémont. Un jour, ils jouent dans le grenier. Un bruit tout à coup les inquiète sérieusement. Mystère, y aurait-il un esprit qui rôde? Serait-ce encore une farce de Popov? Le grenier, lieu de tous les possibles, inspire la petite tribu des chiens et une séance de cinéma s'improvise sur un drap, celui-là même qui déguisait Popov en fantôme. La salle de bain est une maison dans la maison. Le privé du privé, la pièce fermée à clé. Emanuele Coccia, philosophie de la maison. Quant à la petite cochonne de Michel Van Zeveren dans La Porte, elle se prépare à un moment d'intimité. Tout en pudeur, dans la salle de bain, lorsque la porte s'ouvre une première fois. Puis une deuxième. Pas facile de conserver un endroit à soi quand la maison est habitée par une famille nombreuse. Qu'elle passe par la sophistication de l'architecture ou qu'elle soit traditionnelle, la maison est un abri, un toit, bref, une protection. Rascal, dans son album sur les émotions, l'a rattaché au mot « rassurer ». Besoin de sécurité, de confiance et de connu.
3 petits cochons, eux, nous l'ont prouvé. Les maisons de paille et de bois ont été soufflées. La dernière en pierre est restée intacte. Plus la maison est solide, plus elle nous protège des prédateurs. Et sa construction fascine les petits qui, de leur côté, sont affairés à grandir. Byron Barton le savait bâtisseur quand il enchaînait d'en construire une maison, les travaux menés tour à tour par les maçons, menuisiers, charpentiers, couvreurs, plombiers et peintres pour qu'enfin s'y installe une famille. Ah, mais sa déconstruction est tout aussi passionnante. Quand il met en scène la maison, Adrien Albert lui associe immanquablement le jeu. Voyez plutôt ce qui arrive le week-end où Chouchou est chez sa grand-mère, jour de grand nettoyage. Mamie vide entièrement la maison, y compris les murs et le toit, pour mettre l'ensemble dans une grande machine à laver. Et hop, ça tourne, ça nettoie, et on pourra tout remonter, ne vous inquiétez pas, tout en étant très précis. Par exemple, dans ses plans quasi architecturaux, l'auteur a imaginé cette scène extraordinaire et jubilatoire. La maison est alors personnage à part entière, contorsionniste, acrobate et même toupie. Il me semble qu'il s'agit de la même fantaisie burlesque que chez Buster Keaton avec sa maison démontable. Si je conçois la maison comme une scène d'intérieur, je vais avoir envie de jouer avec et soit d'y mettre le bazar, soit de faire sortir les personnages par la fenêtre. Mais ouais, il y a quelque chose de l'ordre du ludique. Et je pense que dans le livre pour enfants, en tout cas, et la manière dont je mets en scène la maison, je la mets en scène comme un jouet, en fait. Et oui, dès qu'ils le peuvent, les personnages sortent par la porte, par la fenêtre ou encore par un hublot. Ils n'ont pas le temps de rester enfermés car il s'agit de grandir, de se frotter à l'extérieur. Tout est mouvement, déplacement dans les aventures initiatiques d'Adrien Albert. Pour le coup, notre boucle d'or, c'est vraiment le livre de la maison dans le sens où c'était même, pour moi, c'était le premier personnage auquel j'ai pensé, auquel j'ai réfléchi et tout le travail a démarré autour de la maison. Quand j'ai lu toutes les versions de notre boucle d'or et que j'ai vu qu'il en existait avec au départ une vieille dame, puis une petite fille, et moi pour ma version un petit garçon, pour les ours qui avaient des familles d'ours mais qu'avant c'était 3 ours de taille différente et que toutes ces versions et tous ces personnages bougeaient, je savais pas par où démarrer, je me dis bon, il y a une chose qui bouge pas dans Boucle d'Or, c'est la maison. Donc j'ai commencé par la maison parce que c'était la seule chose qui était là depuis toutes les versions. Une maison rose, posée là, au milieu de la forêt, presque irréelle tant se croyait perdu le petit garçon égaré de notre boucle d'or. Une bonne odeur de chocolat en émane. Il est tentant d'y entrer, n'est-ce pas? Pourtant, à l'intérieur, 3 ours à l'aspect sauvage l'examinent. Vont-ils le dévorer? On a peur pour lui. Suspense. Non, ils sont père et mère. Et dans cette scène de grande intensité dramatique où l'ours et le gamin hurlent de peur, ce couple de parents ours les protège pareillement l'un et l'autre. Boucle d'Or, affamé et sans doute fatigué, a essayé leur maison et tout ce qu'elle contient avant d'être raccompagné chez lui à la ferme. La transgression, elle est morale. Enfin, dans les contes, il y a l'idée d'aller chez autrui, de s'immiscer chez autrui. Et elle est tout de suite morale. Et alors que passer par une fenêtre, la transgression, elle est beaucoup plus ludique. Pour moi, elle est plus liée par exemple, au carnaval, à l'idée où le roi devient fou, où le fou devient roi. Enfin, l'idée de passer par une fenêtre, pour moi, c'est du même ordre, c'est de la folie, quoi. C'est de sortir par une fenêtre au lieu de sortir par la porte. Il y a l'idée vraiment du jeu et de faire le fou, quoi. C'est l'idée d'utiliser les outils autrement. Se mettre debout sur un canapé ou s'asseoir sur une table. Par exemple, au Feu Petit Pierre, je me demande si une des raisons pour lesquelles j'ai fait une histoire de pompier, c'était aussi d'avoir le plaisir ludique de jeu, d'amusement, de voir une grand-mère et son petit-fils sauter par une fenêtre. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Charles Baudelaire, petit poème en prose. Alors la fenêtre, ouverture ou frontière? En tout cas, objet éminemment symbolique, car par sa transparence, elle ménage des scènes du monde, mais comprises dans un cadre, comme au théâtre. Dès que maman est partie, il se passe quelque chose. Maître Tromboline et Foule Bazar sont bien sages. Ils ne bougent pas du tout. « Hé, la fenêtre vole !» dit Tromboline. « Nous aussi, je crois !» dit Foule Bazar. Les 2 poussins peuvent être ici et ailleurs en même temps, sages et aventureux. Du côté de chez Anne Herbautz, quand il neige,
Matin-Minet et Adec, dans leur maison escabelle, regardent par la fenêtre tomber les flocons. Ils observent le rouge-gorge en train de picorer des graines. L'arrivée de la nuit et bientôt des étoiles. Tout cela depuis leur intérieur bien chaud, près du poêle, plongés dans des livres aux belles images, si belles. Leur attention va de la neige aux pages illustrées qui les emmènent loin, très loin. Et l'auteur d'alterner ces fragments du dedans et du dehors dans un doux balancement. Et si choisir un seul mode d'habitation se révélait impossible, si à l'instar de Kilioc et Véronica, on séjournait tantôt dans une vraie maison, tantôt dans une cabane. La maison de Kilioc se trouve sur une petite colline, une petite hauteur, aux abords du lac. C'est une maison très confortable, remplie de livres intéressants. À l'étage, il y a une longue vue. On peut donc regarder toute la vie aux abords du lac, ainsi que l'arrivée des nuages. Anne Brouillard, note pour la réalisation de La Grande Forêt. Campé au milieu de la nature, d'un autre temps, doté de baies vitrées, d'un balcon, de murs roses ou jaunes pâles, les demeures d'Anne Brouillard agissent comme un aimant. Allez, poussons la porte. Chaleureuses, garnies de vieux meubles et d'objets chargés de mémoire, elles accueillent. On imagine une odeur de bois, des bruits familiers. Incarnées, elles semblent presque posséder une vie propre, si bien qu'elles fascinent autant qu'elles inquiètent parfois. Véronica rêve de voyager et conserve précieusement une collection de cartes des différentes régions de la Scindia. Au cours de leur voyage dans la grande forêt, Kilioc et Véronica dorment sous une modeste tente ronde. C'est le temps de l'aventure, des raviolis et du chocolat, de la compagnie des arbres, du silence et du vent, le temps des rencontres inattendues. Puis ils partagent la cabane en bois de Piquelimimou, sensation unique exprimée par Kilioc enroulé dans sa couette. Il pense à cette petite cabane perdue dans l'immensité de la forêt. Ils croiseront par la suite celle en pierre de Monsieur Hysope, une caravane abandonnée, un édifice en briques où disparaît un nuisible. Il faut dire que tout est infiniment mystérieux ici. C'est bizarre que toutes ces affaires soient restées immobiles pendant que nous parcourions la grande forêt. Remarque Kilioc, en visitant chaque pièce de retour dans ses pénates. Fidélité des choses qui nous assure constance et stabilité dans la fuite des jours. La maison, c'est là où on s'arrête, nous rappelle son étymologie latine de mensio qui signifie étape et de manere qui veut dire rester, avant de repartir. Les habitats provisoires de certains s'avèrent permanents pour d'autres. Ainsi, c'est dans un campement de Touaregs qu'on trouve Akli, au cœur d'un désert de sable et de cailloux du Niger. Dans un autre coin du monde, une tente noire en poil de yak abrite Dolma, jeune tibétaine, partie lancer du haut des montagnes les petits chevaux devant pour sa maman malade. La tente de fabrication artisanale est donc indissociable de la culture nomade. Et là, voyez dans le village d'Amoila du haut pays d'Ogon, ce sont des maisons de pierre sèche et de briques d'argile que survole le grand Kalao. En fait, ces habitats traditionnels, par leur savoir-faire ancestral, donnent sans doute des idées aux architectes contemporains par le choix des matériaux ou dans la recherche de l'harmonie avec la nature. Il faut bien dire que la maison peut devenir une prison quand l'atmosphère y est étouffante au point de vouloir s'en échapper à tout prix. C'est la situation d'Okilélé, caché un temps sous l'évier où il crée la maison sous la terre, puis muré par ses parents. Or, très vite, il creuse des galeries pour s'enfuir avec Martin Réveil et débuter un grand voyage. Quand il est impossible d'être un enfant au milieu de parents répressifs, mieux vaut partir, en effet, quitter le foyer familial, comme cet autre dans Arrête de faire le singe, de Mario Ramos. On voudrait bien que tous les enfants maltraités soient en mesure d'en faire autant. Tournons-nous maintenant vers ces animaux de la forêt très entreprenants. Regardez-les évoluer harmonieusement sur un grand chantier pour fonder la maison dans les bois, imaginée par l'anglaise Ingamour. Des murs en bois de charpente s'érigent, des fenêtres et des portes se fabriquent dans un esprit d'entraide et d'innovation. C'est un choix, un projet de vie communautaire après que leurs tanières et leurs huttes ont été écrabouillées. N'est-on pas capable de prendre en main son lieu de vie, semble-t-il nous dire. L'utopie est à notre portée, n'est-ce pas ? Et il nous le montre. Dans un autre contexte, le personnage d'Alfred
incarnent les sans-logis de toute origine, migrants, réfugiés ou demandeurs d'asile, tous ceux qui, victimes de la guerre ou de la pauvreté, ont perdu leur maison. Parce que ça me semble tellement être un droit que chacun ait sa maison, et c'est malheureusement pas le cas. Donc j'ai eu envie d'aborder ce sujet à hauteur d'enfant pour essayer de les ouvrir à cela. Il y a toujours un petit moment, un temps de discussion à portée philosophique avec les enfants après la lecture de ces albums pour essayer de dégager certaines pensées tout en installant bien évidemment qu'il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse, que chacun fait part de sa pensée et alors en la partageant, on essaie de grandir et d'entendre comment les autres perçoivent les choses et de grandir tout doucement en humanité. Alfred a une petite chaise parce que c'est vraiment ce qui lui reste d'avant. C'est ce qu'il a pu emporter de là où il vient et c'est vraiment symbolique de sa place. La chaise, c'est vraiment sa place. Il recherche un endroit où s'installer en sécurité, où il fera bon vivre. Et donc, cette chaise, pour lui, elle est très importante parce que c'est tout ce qui lui reste. C'est avec ça qu'il espère pouvoir recommencer une nouvelle vie. J'ai choisi les oiseaux au tout départ pour la symbolique que dans le ciel, il n'y a pas de frontières. Les oiseaux vont là où ils veulent, il y a la liberté totale. Et dans celui-ci, j'ai vraiment tenu à faire ce petit clin d'œil où l'histoire commence, il y a juste 2 tasses. La tasse d'Alfred, la tasse de Sonia. On retrouve la cafetière. Et puis toute l'histoire se passe. Et à la fin, on a donc 7 tasses, puisqu'il y a des nouveaux venus. Et donc, il y a la tasse de chacun. Et alors, pour terminer, pour clore la petite trilogie, j'ai mis les tasses, la cafetière sur le banc et la 8e tasse qui est arrivée avec notre petit personnage qui s'est quand même bien questionné sur le fait que demain, ça pouvait être lui. Mais il reste de la place sur ce banc. On peut encore entasser plein de tasses. J'aime ce côté habitat collectif, avoir les espaces collectifs pour le partage, mais je trouve ça important d'avoir son petit endroit, si petit soit-il, mais un endroit à soi, où on se retrouve avec soi-même, ça me semble important. Je ne veux pas que ma maison soit murée de toutes parts, ni mes fenêtres bouchées, mais qui circule librement la brise que m'apportent les cultures de tous les pays. Mohandas Karamchand Gandhi. Shmelele, lui, fait l'expérience de la pauvreté. Ses parents sans travail disparaissent et sa maison est démolie. Ne reste que la porte. Bab, c'est une amie indéfectible. Elle se fait pont, lit, guide pour traverser les épreuves. Participer au sauvetage de la famille est une nécessité impérieuse pour les enfants et Shmelele s'y emploie avec ténacité. Claude-Ponty dit: les enfants sont des héros dotés de super-pouvoirs. Ils ont une puissance régénératrice. C'est important car à la fin, une nouvelle maison, dont les formes, comme dans l'Art Nouveau, empruntent à la végétation, s'élève haut dans le ciel. Chaque étage accueillera un membre de la famille. Tout cela grâce à Shmelele. Rien n'est inventé, parce que la nature a déjà tout écrit. Antonio Gaudí. Qu'importe la taille du logis, l'important c'est d'y trouver une place. Quelqu'un voudra-t-il en faire un peu à Marvin, ce gros chien jaune, bien sympathique, qui dort dans la rue? Mona cherche dans son immeuble et dans toute la ville. Pourquoi pas un terrier de lapin ou une cabane perchée? Ils atterrissent enfin au 16 rue des Pinsons, dans la grande baraque de 2 petits vieux bien hospitaliers. Oh, assurément Marvin sera bien ici. Enfin, qu'est-ce qu'une toute petite maison aurait à nous apprendre? À l'heure de la disparition des espèces, l'aventure d'Arsène et Bartoli nous rapproche des richesses de la nature à préserver. L'absorption d'un gâteau magique rapetisse l'un des oursons, si bien qu'il fait la connaissance de ce minuscule bonhomme au chapeau, protecteur des animaux, un peu magicien, un peu botaniste, et habitant surtout de cette maison tout aussi minuscule. La toute petite maison, par le biais du merveilleux, nous place à hauteur du monde miniature et si précieux des plantes et des insectes.
Qu'elles soient réelles ou imaginaires, c'est dans le rêve des maisons que les enfants puissent de quoi construire leur identité. Maisons d'ici, maisons d'ailleurs, maisons hantées ou qui nous hantent, maisons nid ou cocon, roulantes ou perchées, maisons de pierre ou de carton, habitées ou traversées, vous nous êtes indispensables. On vous attend, on vous désire.